Je suis Michael Carter, 32 ans, spécialiste en marketing de Naperville, Illinois. Il y a 3 ans, mes grands-parents m'ont légué leur maison dans un contrat qui ressemblait à leur dernier cadeau. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, et 80 000 $ pour transformer cet ancien endroit en ma maison. La semaine dernière, je suis revenu d'un voyage d'affaires épuisé mais heureux, seulement pour trouver mes parents et mon jeune frère qui m'attendaient dans mon salon. Leurs mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Dehors, ma mère a claqué, sa voix froide comme la glace. Tu as 12 heures pour quitter la maison de ton frère. Mon frère, Eric Holbrook, se tenait là, souriant d'un air suffisant, les bras croisés comme s'il avait déjà gagné. Mon père, Robert Carter, a poussé un acte de renonciation sur la table, s'attendant à ce que je renonce à tout ce que j'avais construit. J'ai eu le ventre noué. C'était ma maison, l'héritage de mes grands-parents, et ils essayaient de me l'arracher. J'avais passé des années à être le fils négligé, regardant mes parents couvrir Eric de voitures, de fonds d'université, et de tout ce pourquoi j'avais lutté seul. Maintenant, ils pensaient pouvoir effacer mon nom de l'acte comme si je n'étais rien. J'ai attrapé mon sac, ma main tremblante, et je suis sorti sans un mot. La porte a claqué derrière moi, mais je n'avais pas fini. Le lendemain, ma famille a ouvert la porte et s'est figée. La panique s'est répandue sur leurs visages quand ils ont vu ce que j'avais laissé derrière moi. Avant d'entrer plus profondément dans mon histoire, je veux savoir à quelle heure et dans quelle ville vous écoutez. Je suis toujours curieux de savoir jusqu'où va mon histoire. Ayant grandi à Naperville, Illinois, j'ai toujours su où j'en étais dans la famille. Mon frère, Eric Holbrook, 2 ans plus jeune, était celui qui ne pouvait rien faire de mal. Mon père, Robert Carter, et ma mère, Linda Carter, ont clairement montré par leurs actions qu'il était le favori. Ils se sont présentés à toutes ces pièces de théâtre et à tous ces matchs de football, mais avaient toujours des excuses pour les miens. Quand je rapportais des bulletins remplis de A, ils y jetaient un coup d'œil et disaient « Bon travail », avant de passer à l'éloge de la place d'Eric en cours d'art pour sa créativité. Mes grands-parents étaient l'opposé. Grand-père Henry Collins et grand-mère Margaret Collins vivaient à quelques pâtés de maison dans une maison confortable de style ranch dans notre banlieue tranquille. Ils sont devenus mon refuge quand les choses semblaient injustes à la maison. Grand-père était un entrepreneur à la retraite qui m'a montré comment utiliser des outils avant même que je n'entre au collège. Grand-mère avait travaillé comme gérante de bureau et a éveillé mon intérêt pour le marketing en m'enseignant les budgets et les présentations aux clients. Le travail acharné paie, me disait grand-père. Et c'est quelque chose que personne ne peut te voler. Il venait me chercher tous les samedis matins quand j'avais 8 ans et nous allions à la quincaillerie dans son vieux camion. Ensuite, nous passions la journée chez eux à réparer ce qui avait besoin d'attention pendant qu'Eric recevait de nouveaux vêtements et gadgets de mes parents. J'ai appris à câbler des lumières et à réparer des cloisons sèches. Au début, j'enviais la vie facile de mon frère, mais les compétences que j'ai acquises sont restées et ont façonné mon chemin. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont manqué ma foire scientifique où j'avais construit un modèle de panneau solaire avec l'aide de grand-père Henry. Il a remporté la première place, mais ils étaient trop occupés à emmener Eric faire du shopping. Grand-père Henry et grand-mère Margaret sont venus, encourageant comme si j'avais gagné un championnat. Plus tard, j'ai surpris ma mère au téléphone se plaignant d'avoir à s'occuper de mon petit événement pendant qu'Eric avait un rhume. Ce rhume n'a pas arrêté la virée shopping. Ce favoritisme a continué pendant nos années d'adolescence. Pour mon 16e anniversaire, mes parents m'ont donné leur vieille berline avec plus de 120 000 miles au compteur et ont dit que je devais être reconnaissant. 6 mois plus tard, Eric a eu 16 ans et ils lui ont acheté une nouvelle voiture compacte brillante. Il est plus délicat, a expliqué mon père quand j'ai demandé pourquoi. Tu peux réparer les choses toi-même. Tu es coriace comme ça. Grand-père Henry et grand-mère Margaret sont également intervenus pour l'université. Ils m'ont aidé avec les demandes de bourse d'études tandis que mes parents économisaient pour les frais de scolarité d'Eric depuis qu'il était un tout petit. J'ai été accepté dans un solide programme de marketing avec un financement presque complet grâce à un travail acharné et à leurs conseils. Nous pensions que tu resterais au collège communautaire, a dit ma mère à la remise des diplômes, semblant surprise. Pendant ce temps, ils avaient déjà payé la première année d'Eric dans une école privée. J'ai traversé l'université avec des emplois à temps partiel dans des entreprises de marketing, construisant mon portfolio. Eric a abandonné après 1 an pour explorer d'autres options, mais mes parents ont continué à financer son appartement et son allocation jusqu'à ses 20 ans. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi en marketing à Chicago et j'ai déménagé,
mettant de la distance entre moi et les comparaisons constantes. Je rendais visite régulièrement à grand-père Henri et grand-mère Margaret, restant avec eux pendant les vacances pour éviter la tension à la maison. Quand j'avais 29 ans, grand-père Henri est décédé d'un accident vasculaire cérébral soudain. Grand-mère Margaret a suivi 6 mois plus tard. Les médecins ont dit que c'était des complications, mais nous savions tous que c'était du chagrin. Ils avaient été ensemble pendant plus de 50 ans. Leur perte m'a écrasé. C'étaient les parents dont j'avais toujours eu besoin. À la lecture du contrat, c'est ainsi qu'ils l'ont appelé au lieu d'un testament, tout le monde a été stupéfait quand ils m'ont laissé la maison. À notre petit-fils, Michael, qui a passé d'innombrables heures à apprendre à entretenir notre maison, nous laissons la propriété à Naperville. Nous te faisons confiance pour l'honorer comme nous l'avons fait. Mes parents ont fulminé, murmurant qu'elle aurait dû être partagée équitablement. Eric était assis là, s'attendant à une part juste parce qu'il faisait partie de la famille. L'avocat, un vieil ami à eux, a dit que le contrat était infaillible et contraignant. Au cours des 3 années suivantes, je suis revenu chaque fois que je pouvais pour travailler sur la maison. J'ai mis à jour les armoires de cuisine que grand-père Henri avait installées, j'ai poncé les parquets que nous avions poncés ensemble, et j'ai transformé le garage en un bureau à domicile pour mon travail de marketing. Au total, j'ai dépensé 80 000 $ en matériaux et entrepreneurs plus mon propre labeur pendant les vacances. J'ai dépensé 80 000 $ en matériaux et entrepreneurs plus mon propre travail pendant les vacances. Il y a 6 mois, mon entreprise m'a offert un poste de direction des campagnes locales à Chicago, alors je me suis installé définitivement dans la maison. C'était juste, comme continuer l'héritage de mes grands-parents dans les quartiers familiers de Naperville. Mes parents et Eric ont commencé à passer plus souvent, posant des questions sur les changements. Eric prenait des photos des nouvelles fonctionnalités, ce qui semblait étrange, mais je les balayais comme de l'intérêt. Maintenant, je vois que cela faisait partie de leur plan. Après que mes grands-parents m'aient laissé la maison, j'ai tout mis en œuvre pour me l'approprier. La maison ranch de Naperville avec son extérieur usé et ses pièces désuètes contenait des souvenirs de grand-père Henri et grand-mère Margaret. J'ai commencé à rénover pendant les week-ends à Chicago, m'attaquant à une section à la fois. La cuisine avait besoin de travaux en premier. J'ai remplacé le linoléum ébréché par du carrelage pour 4 000 $ et j'ai remplacé les robinets rouillés par des modernes, en maintenant les coups bas en achetant dans des entrepôts de discount. Les leçons de grand-père Henri sur la double mesure m'ont évité des erreurs. Ensuite, je me suis concentré sur la salle à manger. J'ai arraché les vieux lambris, peint les murs d'un bleu doux et installé un nouvel éclairage pour 2 000 $. Les parquets cachés sous des tapis tachés ont pris des semaines de ponçage pour être restaurés. J'ai fait la plupart du travail moi-même, mes mains calleuses mais fermes, honorant les compétences que grand-père m'avait enseignées. Les astuces budgétaires de grand-mère Margaret m'ont aidé à suivre chaque centime avec des reçus soigneusement classés. Les chambres ont eu de nouvelles cloisons sèches et fenêtres, coûtant 8 000 $ avec de l'aide engagée pour les mises à jour électriques. Au total, 80 000 $ ont été investis en matériaux et main-d'œuvre sur 3 ans, équilibrés avec mon travail de marketing. Chaque clou que j'ai martelé était comme une promesse de maintenir leur héritage en vie. Il y a 6 mois, une promotion pour diriger des campagnes publicitaires à Chicago m'a permis d'emménager dans la maison un bureau, installant des écrans pour les présentations aux clients. Vivre là-bas m'a apporté un sentiment de chez moi que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mes parents, Robert et Linda Carter, ont commencé à se présenter sans y être invités, posant des questions sur les rénovations. Eric Holbrook, mon jeune frère, est venu aussi, traversant les pièces et prenant des photos du nouveau carrelage et des lumières. Il a dit qu'il aimait les mises à jour, mais ses regards insistants semblaient calculés. J'ai haussé les épaules, pensant qu'il était juste curieux. Un soir, je suis rentré d'une réunion client à Springfield, Illinois. Le voyage de 3 heures m'a épuisé, mais l'obtention d'un gros compte m'a remonté le moral. Il était plus de 21 heures quand je suis arrivé sur l'allée et que j'ai vu le camion de mes parents et la berline d'Eric garés dehors. Je ne leur avais pas dit que je serais de retour, alors leur présence m'a pris au dépourvu un instant. J'espérais qu'ils étaient passés pour prendre des nouvelles. Je suis entré, mon sac lourd sur l'épaule. Toutes les lumières étaient allumées, bien que je les ai éteintes avant de partir. Dans la salle à manger, ma mère était assise rigidement sur une chaise que j'avais rénovée. Mon père, Robert, se tenait près des nouvelles fenêtres, les bras croisés. Eric était appuyé contre le mur, un léger sourire sur le visage. Nous vous attendions, a dit ma mère, Linda,
son ton sec malgré un sourire forcé. Une affaire de famille à discuter. J'y ai posé mon sac, mal à l'aise. Tout va bien? Mon père s'est avancé, tenant des papiers. Tu dois faire tes bagages. Cette maison appartient à ton frère maintenant. Sois parti d'ici le matin, dans 12 heures. Mon cœur battait la champe. C'est ma maison. Grand-père Henri et grand-mère Margaret me l'ont laissée dans leur contrat. Ils voulaient qu'elle soit pour Eric, a coupé ma mère, la voix montant. Ils nous l'ont dit avant de mourir. Ils n'ont juste pas mis à jour les papiers. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Le contrat me nomme parce que nous avons travaillé ensemble sur cet endroit. Eric a pris la parole, son ton suffisant. Tu as ta carrière, Michael. Achète une autre maison. Je fonde une famille. C'est la mienne. J'ai remarqué sa main posée sur le ventre de sa femme. Elle était enceinte. Mon père a ajouté rapidement. Eric et Anna ont besoin de ça pour leur enfant. Il y a de bonnes écoles ici. Alors aidez-le à acheter un endroit, ai-je rétorqué, la mâchoire serrée. Vous lui avez tout donné d'autre. Les yeux de ma mère se sont plissés. Nous avons trouvé une lettre de grand-mère. Elle dit qu'Eric a la maison. Montre-la moi, ai-je exigé. Elle est avec notre avocat, a dit mon père rapidement, évitant mon regard. Il a poussé un acte de renonciation vers moi. Signe ça et c'est fait. Eric emménage demain. Eric est allé à la cuisine, examinant les nouveaux comptoirs. Ceux-là ne feront pas l'affaire, a-t-il marmonné. Nous les referons pour l'espace du bébé. Mon sang a bouilli. J'avais passé des années sur ces comptoirs, sur cette maison, pendant qu'il le favorisait. Mais je me suis retenu, sachant que les disputes n'aideraient pas. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit, ma voix basse. Ma mère a ricané. Pas de jeu, Michael. Nous serons de retour à 9 heures demain avec un camion. Ils sont partis, Eric prenant une dernière photo de la salle à manger seul. Je suis resté debout dans la maison que j'avais reconstruite, réalisant que leur plan ne concernait pas seulement le bébé d'Eric. Ils voulaient quelque chose de plus grand. Assis dans ma voiture, la douleur de leur demande me brûlait. Mes parents, Robert et Linda Carter, et mon frère, Eric Holbrook, pensaient qu'un acte de renonciation et une fausse note pouvaient me déposséder de la maison de mes grands-parents. Je ne signerai rien. Ma mâchoire s'est serrée à l'idée de perdre ce dans quoi j'avais investi 80 000 $ en 3 ans. Des années de leur favoritisme m'avaient appris à rester calme. Réagir ne leur donnerait qu'un avantage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Brian Foster, mon ami d'université qui était devenu avocat immobilier à Chicago. Il était plus de 21 heures, mais il a répondu, sa voix calme. J'ai exposé la confrontation, l'ordre de ma mère de partir le matin, la pression de mon père pour l'acte de renonciation, la revendication suffisante d'Eric pour son enfant à naître. Ils ont mentionné une note de grand-mère Margaret prouvant que c'était à Eric. Ça me semble être un mensonge, a dit Brian, direct. Ne touche pas à cet acte. Michael, une note ne peut pas annuler un contrat notarié. Rassemble tous tes documents, contrats, reçus de rénovation, prouve que tu as vécu là. Les conseils de Brian m'ont stabilisé. J'ai conduit à un restaurant ouvert 24 heures sur 24, mon ordinateur portable ouvert sur les fichiers de la rénovation. Chaque reçu était enregistré. 4 000 $ pour les carreaux de cuisine. 2 000 $ pour les lumières de la salle à manger. 8 000 $ pour les rénovations de chambre. Le contrat de grand-père Henri et grand-mère Margaret, verrouillé dans mon disque dur en nuage, me nommait l'unique héritier de la propriété de Naperville. Pendant que je faisais défiler, un souvenir m'est revenu, les remarques désinvoltes de mes parents sur leur difficulté à payer leurs factures, à échapper aux créanciers. Était-il après la valeur de la maison pour régler leurs dettes? J'ai appelé Karen Blake, l'avocate qui avait géré la succession de mes grands-parents, malgré leur tardive. Elle a décroché, sa voix vive de reconnaissance. Michael. Vos grands-parents ont été explicites. La maison était à vous pour votre travail avec eux. Vos parents ont contesté ce contrat il y a 3 ans, affirmant qu'il n'était pas valide, mais le tribunal l'a rapidement rejeté. Aucune note n'existe. Je l'aurais vu. Elle a accepté de me rencontrer à l'aube pour examiner mes papiers et planifier les prochaines étapes de retour à la maison.
J'ai vérifié le système de sécurité que j'avais installé après mon emménagement, un avantage du budget technologique de mon cabinet de marketing. Les caméras couvraient toutes les portes. En me connectant, j'ai trouvé des images de ce soir-là, ma mère tripotant une clé de rechange à l'entrée latérale alors que j'étais encore à Springfield. Mon père montait la garde, murmurant de rentrer avant que je ne revienne. Mon pouls s'est accéléré. Ils avaient planifié cette embuscade. Dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé des factures de service public adressées à Eric Holbrook à mon adresse. Il avait ajouté son nom à mes comptes d'électricité et de gaz, une manœuvre claire pour simuler une résidence et renforcer sa revendication. J'ai photographié chaque facture, ma main ferme malgré la fureur grandissante. Il ne s'agissait pas seulement du besoin d'Eric d'une maison pour son bébé. La valeur de la maison avait grimpé en flèche après mes rénovations, doublant presque pour couvrir leurs 50 000 $ de dette, de l'argent qu'ils avaient emprunté à mes grands-parents il y a des années, jamais remboursé, plus les soldes de cartes de crédit qu'ils avaient accumulés. J'ai rappelé Brian, le mettant au courant des images et des factures. C'est une fraude, a-t-il dit, la voix serrée. Il crée une trace écrite pour contester votre propriété. Envoyez-moi ces fichiers maintenant. J'ai téléchargé tout, contrat, reçu, extrait de caméra, sur un lecteur partagé. Brian a promis de rédiger une lettre de mise en demeure d'ici le matin, avertissant contre l'intrusion ou d'autres harcèlements. Karen a envoyé un message, confirmant notre réunion et suggérant que je vérifie les registres du comté pour toute activité récente sur ma propriété. Au restaurant, je me suis connecté au site de l'évaluateur du comté. Quelqu'un avait demandé l'acte et les registres fiscaux de ma propriété. Le timing correspondait aux visites d'Eric pour prendre des photos. Mes parents n'aidaient pas seulement Eric. Ils voulaient vendre la maison, partager l'argent et effacer leurs dettes. Je suis rentré chez moi après minuit, mon esprit s'emballant mais concentré. Je n'étais plus le fils négligé, mendiant leur approbation. Il s'agissait de protéger ce que grand-père Henry et grand-mère Margaret m'avaient confié. Avec l'aide de Brian et Karen, j'aurais toutes les preuves prêtes le matin. Mes parents et Eric pensaient que je céderais sous la pression. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. De retour à la maison après minuit, j'ai verrouillé les portes et vérifié à nouveau mon système de sécurité. Les images de la tentative de ma mère de s'introduire étaient déjà avec Brian Foster, mon ami avocat. Mais j'avais besoin de plus. J'ai scanné le stockage en nuage de la caméra et j'ai trouvé un autre clip d'un début de semaine, mon père testant la porte de garage pendant que j'étais à Springfield. Il a tripoté la poignée, a abandonné et est reparti avec une grimace. J'ai envoyé la vidéo à Brian qui a répondu par SMS. C'est une intrusion. Garde tout. Mon estomac s'est noué à leur audace, mais je suis resté concentré. Brian a appelé vers 1 h du matin, sa voix calme malgré l'heure. J'ai vos dossiers, contrat, reçu, facture avec le nom d'Eric. C'est suffisant pour prouver la fraude. Je rédige une lettre de mise en demeure pour bloquer toute entrée ou revendication. Rencontrons-nous à 7 h pour la finaliser. Je l'ai remercié, puis j'ai contacté Karen Blake, l'avocate de mes grands-parents. Elle a confirmé notre réunion à l'aube et a ajouté. La revendication de vos parents concernant une note est absurde. Le tribunal a démasqué leurs mensonges il y a 3 ans. J'apporterai la copie notariée du contrat pour le prouver. Je passais en revue d'autres preuves. Les factures de service public au nom d'Eric Holbrook adressées à ma maison étaient une démarche audacieuse pour simuler sa résidence. J'ai trouvé un courriel de la compagnie d'électricité confirmant qu'il avait essayé de changer le titulaire du compte le mois dernier. Je l'ai transmis à Brian, ma main ferme malgré la trahison qui me coupait encore plus profondément. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison pour le bébé d'Eric. Il s'agissait d'encaisser la valeur doublée de la propriété pour effacer leurs 50 000 $ de dette. À 6 h, Eric est arrivé avec un entrepreneur, frappant à la porte d'entrée. J'ai ouvert mais j'ai bloqué l'entrée. Nous prenons les mesures pour les aménagements de la chambre de bébé, a-t-il dit, son ton dégoulinant de droit. Cet endroit est à moi demain. Je suis resté calme. Vous n'entrerez pas. C'est ma propriété, et j'ai le contrat pour le prouver. L'entrepreneur a semblé mal à l'aise, puis est parti quand j'ai refusé l'accès. Le visage d'Eric a rougi. Tu rends ça difficile pour ma famille, Michael. Tout le monde saura à quel point tu es égoïste. À 7 h, j'étais au bureau de Karen.
Elle a étalé le contrat, ses pages marquées des signatures de grand-père Henri et grand-mère Margaret. C'est inébranlable, a-t-elle dit. Vos parents n'ont aucune affaire, surtout après leur échec il y a des années, a dit Karen. Brian est arrivé, me tendant la lettre de mise en demeure. Ceci les avertit de ne pas s'introduire ou de ne pas harceler. Nous la leur signifierons s'ils se présentent avec ce camion, a-t-il dit. J'ai acquiescé. Ma détermination s'est renforcée et je suis rentré chez moi. Mon téléphone a vibré avec des appels de cousins et de tantes. Eric avait posté sur un forum local de Naperville affirmant que je lui refusais un foyer pour son bébé. Les commentaires s'accumulaient, certains me traitant de sans cœur. J'ai envoyé un court courriel à la famille en joignant le contrat et une note. Cette maison m'a été laissée. Leurs affirmations sont fausses. Quelques proches ont répondu, choqués, promettant de répandre la vérité. J'ai envoyé un message à Anna Holbrook, la femme d'Eric, lui demandant de nous rencontrer en privé dans un parc voisin. Elle a accepté, semblant mal à l'aise lorsque nous nous sommes assis sur un banc. Je ne savais rien d'une note avant hier soir, a-t-elle dit, sa voix basse. Tes parents ont dit à Eric que la maison était à lui, ont dit que c'était une affaire conclue. Ils planifiaient ça depuis des semaines, parlant de la vendre pour couvrir 50 000 $ qu'ils doivent, principalement d'anciens prêts et cartes. Ma mâchoire s'est serrée. Elle a continué. Ils nous ont promis une part pour une nouvelle maison, mais je ne suis pas d'accord pour prendre ce qui est à toi. Ces mots ont confirmé mes soupçons. Mes parents ne favorisaient pas seulement Eric. Ils orchestraient une vente pour effacer leurs dettes. La maison est légalement à moi, lui ai-je dit. J'ai des preuves et des avocats prêts. Dis à Eric de reculer. Anna a hoché la tête, partagée. Il essaiera, mais il est déterminé. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé un serrurier pour changer toutes les serrures, m'assurant qu'aucune clé de rechange ne restait. Avec Tom Walker, mon ami d'enfance, et sa femme, Sarah Walker, je me suis préparé pour le matin. Ils ont accepté d'être témoins si mes parents se présentaient. Brian a envoyé un dernier message. Nous sommes prêts. Reste vigilant. À l'aube, j'étais assis dans mon bureau, le contrat sur mon bureau, sachant que le combat était loin d'être terminé. À l'aube, les nouvelles serrures étaient en place. Le serrurier a terminé juste au lever du soleil sur Naperville, sécurisant chaque porte de la maison de mes grands-parents. Je ne prenais aucun risque après la tentative de mes parents de s'introduire. Tom Walker, mon ami d'enfance, et sa femme, Sarah Walker, sont arrivés à 7h30, apportant du café et un soutien silencieux. Nous sommes là pour toi, a dit Tom, s'installant dans le salon. J'ai acquiescé, reconnaissant de me concentrer sur les heures à venir. Brian Foster, mon avocat, a envoyé un message disant qu'il serait là à 8h avec la lettre de mise en demeure, prêt à la signifier si mes parents se présentaient. J'ai vérifié à nouveau les images de sécurité, m'assurant que les clips de ma mère et de mon père essayant d'entrer étaient sauvegardés. Le contrat de grand-père Henri et grand-mère Margaret était sur mon bureau, ces pages notariées mon plus fort bouclier. Karen Blake avait envoyé par courriel une copie numérisée du rejet par le tribunal de la contestation de mes parents il y a 3 ans, preuve que leurs revendications étaient sans fondement. Mes mains étaient fermes, mais ma poitrine se serrait à l'idée de la confrontation. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait d'honorer ce que mes grands-parents m'avaient confié. À 8h45, un camion de déménagement de location est arrivé dans l'allée, suivi du camion de mes parents et de la berline d'Eric. Anna Holbrook conduisait le camion, le visage tendu. Je me tenais à la porte d'entrée avec Brian, Tom et Sarah derrière moi. Ma mère, Linda, est sortie la première, son expression suffisante. Mon père, Robert, portait un presse-papier, agissant comme s'il possédait l'endroit. Eric a suivi, la main sur le ventre de sa femme, un léger sourire aux lèvres. Nous sommes ici pour t'aider à déménager, a dit ma mère, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Faisons vite pour le bien d'Eric. C'est ma maison, ai-je dit, mon ton calme mais ferme. Je ne pars pas. Le contrat me nomme propriétaire, et j'ai des preuves. Brian s'est avancé, tenant la lettre de mise en demeure. Cet avis vous interdit d'entrer ou de revendiquer cette propriété. Nous avons des preuves de tentatives d'intrusion et de factures de services publics frauduleuses au nom d'Eric. Il a désigné le dossier que je tenais à la main, contenant le contrat et le rejet du tribunal. Le visage de mon père a rougi. Nous vous avons parlé de la note de grand-mère.
Il est clair que cette maison est à Eric. Alors produisez-la, ai-je dit, croisant les bras. Le tribunal a déjà rejeté vos revendications il y a 3 ans. Le sourire d'Eric a vacillé. Qu'est-ce que c'est cette histoire de tribunal? A-t-il demandé, jetant un coup d'œil à mon père. Il l'a écarté. Ne le laisse pas te confondre. C'est pour ton bébé. Anna est sortie du camion, s'approchant lentement. J'ai vérifié les registres, Eric, a-t-elle dit, sa voix basse mais claire. Michael a raison. Le contrat est à lui. L'histoire de tes parents ne tient pas debout. Les yeux d'Eric se sont agrandis, mais il est resté silencieux. Ma mère a changé de tactique, son ton s'adoucissant. Michael, pense à l'enfant de ton frère. Ne veux-tu pas qu'ils aient une bonne maison? J'aurais aidé Eric à trouver un endroit si vous l'aviez demandé, ai-je dit, ma voix calme. Au lieu de cela, vous avez essayé de prendre le mien avec des mensonges sur une note qui n'existe pas. L'argumentation a attiré l'attention. Madame Johnson, ma voisine, est sortie sur son porche, regardant avec inquiétude. Tout va bien, Michael? A-t-elle appelé? Sous contrôle, Madame Johnson, ai-je répondu, gardant les yeux sur mes parents. Juste un désaccord familial. Puis Richard Miller, mon oncle, est arrivé dans l'allée, le visage grave. J'ai entendu ce qui se passe, a-t-il dit, s'avançant vers nous. Robert, Linda, vous avez essayé de contester ce contrat il y a des années et vous avez perdu. Pourquoi faites-vous cela maintenant? Mon père a bégayé, pris au dépourvu. Nous aidons juste Eric, a-t-il marmonné. En prenant la maison de Michael, a rétorqué Richard. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'avidité. Avant que ma mère ne puisse répondre, une voiture de police est arrivée, les gyrophares clignotant, et un officier est sorti, tenant une ordonnance du tribunal que Brian avait fait accélérer par un contact. Nous avons un rapport d'intrusion et de harcèlement, a dit l'officier, observant mes parents. Cette ordonnance vous interdit l'accès à cette propriété. Partez maintenant, ou nous vous escorterons. La panique a éclaté sur le visage de ma mère. Eric a serré le bras d'Anna, sa confiance disparut. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. L'officier a remis l'ordonnance à Brian, confirmant ma propriété. Madame Johnson et d'autres voisins ont observé, murmurant alors que le plan de mes parents s'effondrait. Ils sont montés dans leur camion, Eric à leur suite, la tête baissée. Anna est restée en arrière, me faisant un signe de tête. Je suis désolé, Michael, a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas juste. Alors que le camion s'éloignait, je suis resté ferme, le contrat à la main, sachant que j'avais protégé ce qui m'appartenait. Le combat m'avait coûté ma famille, mais je ne reculerai pas. Après la confrontation, je me suis tenu dans ma maison de Naperville, le contrat de grand-père Henry et grand-mère Margaret toujours sur mon bureau. Les lumières des voitures de police avaient disparu, mais le poids de ce qui s'était passé persistait. Mes parents, Robert et Linda Carter, et mon frère, Eric Holbrook, étaient partis en silence, leur plan pour réclamer ma maison ayant été révélé. Je ne retournerai pas à leur monde de favoritisme et de mensonges. Cette porte était fermée pour de bon. Le lendemain matin, j'ai rencontré Brian Foster à son bureau de Chicago pour déposer une ordonnance d'éloignement. Elle interdisait à mes parents et à Eric de s'approcher à moins de 100 pieds de ma propriété ou de me contacter. La voix de Brian était calme alors qu'il m'expliquait. Ceci vous protège légalement, a-t-il dit. Ils feront face à des conséquences s'ils tentent quoi que ce soit. J'ai acquiescé, ma détermination ferme, sachant que j'en avais fini avec leur manipulation. La nouvelle s'est vite répandue dans la communauté très soudée de Naperville. Madame Johnson, ma voisine, est passée avec un air inquiet. J'ai vu la police, a-t-elle dit. Qu'ont-ils fait? J'ai brièvement expliqué, lui montrant le contrat. Elle a secoué la tête, promettant de dire la vérité aux autres. Bientôt, des voisins qui saluaient chaleureusement mes parents évitaient leur regard. Mon oncle, Richard Miller, a appelé pour s'excuser. J'aurais dû intervenir plus tôt, a-t-il dit, son ton lourd. Ils ont perdu le respect des gens. Je les remerciais, mais j'ai gardé mes distances, ne voulant pas rouvrir d'anciennes blessures. Mes parents n'ont pas cessé. Ils ont engagé un avocat pour contester l'ordonnance d'éloignement, affirmant que j'avais exagéré leurs actions.
L'audience du tribunal un mois plus tard a épuisé leurs économies. Brian a présenté le contrat, les images de sécurité et les factures de services publics frauduleuses au nom d'Eric. Le juge a confirmé l'ordonnance, avertissant mes parents contre tout harcèlement ultérieur. Les frais juridiques, probablement 12 000 $ ou plus, les ont durement frappés. Ils avaient fortement emprunté pour couvrir des dettes de 50 000 $ auprès de mes grands-parents et des cartes de crédit, espérant vendre ma maison pour les régler. Maintenant, ils faisaient face à des coûts croissants sans aucun bénéfice. La vie d'Eric s'est également effondrée. Le message d'Eric sur le forum m'accusant de lui refuser un foyer pour son bébé s'est retourné contre lui. Les employeurs locaux, méfiants des drames, ont vérifié ses antécédents. Le scandale public, son nom sur mes factures, son rôle dans l'intrusion lui a coûté un poste de marketing dans une agence à Naperville. Il m'a envoyé un message une fois, me blâmant d'avoir ruiné son avenir. « Tu aurais pu me donner la maison », a-t-il écrit. Je n'ai pas répondu. Ses choix, pas les miens, ont mené à cela. Mes parents ont vendu leur VUS pour couvrir les factures d'avocats, déménageant dans une location plus petite à la périphérie de Naperville. Les proches ont cessé de les inviter aux réunions, fatigués de leurs excuses. Anna Holbrook est restée en contact, me tenant au courant de leurs difficultés. Eric est toujours en colère, a-t-elle dit lors d'un appel. Mais j'essaie de le maintenir à terre. Je lui ai souhaité bonne chance, mais j'ai clairement indiqué que j'en avais fini avec leur chaos. Je me suis plongé dans ma propre vie. Mes campagnes de marketing pour les clients de Chicago ont prospéré, me valant un contrat avec un détaillant local qui a doublé mes revenus. J'ai aménagé mon bureau à domicile avec de nouvelles étagères, remplaçant les souvenirs du conflit par mes propres réalisations. La maison, autrefois un champ de bataille, est redevenue mon sanctuaire. J'ai peint les murs d'un blanc frais, couvrant toute trace de leur intrusion. Une thérapie avec le docteur Suzanne m'a aidé à gérer la perte. Vous pleurez la famille que vous vouliez, pas celle que vous aviez, a-t-elle dit lors d'une séance. Ces mots m'ont profondément touché, me libérant de la culpabilité que j'avais portée. Je n'étais pas responsable de leurs actes. Établir des limites n'était pas une trahison. C'était de la survie. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat pour les enfants d'adolescents de Naperville, qui me rappelait moi-même, négligé par leur famille. Je leur ai enseigné des compétences de base en marketing, faisant écho aux leçons de grand-mère Margaret. Une fille, timide mais désireuse, a conçu sa première publicité avec mon aide. Son sourire reflétait le mien quand grand-père Henri a félicité ma première réparation de cloison sèche. Des mois plus tard, je marchais dans ma maison, les sols que j'avais poncés brillants sous les nouvelles lumières. Mes parents et Eric avaient disparu de ma vie, leurs mensonges exposés, leurs plans brisés. J'avais combattu pour ce qui était à moi et j'avais gagné. À la prochaine fois. Partagez vos réflexions sur cette vidéo.